Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le plateau de France 3 Toute Région pour cette soirée spéciale élection départementale 2015. Nous sommes au second tour et nous restons ensemble jusqu'à 23h. Pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents, un petit rappel, celui de l'abstention, Olivier, elle est à peu près de 49,8%, c'est encore une estimation. Oui, alors dans l'épaisseur du trait, nous sommes à 1 point de ce qu'a été l'abstention au premier tour. Donc cela confirme bien que les électeurs ont pour une grande part boudé les urnes et que le mécanisme de modernisation de ce scrutin n'a que faiblement fonctionné. Nous ne sommes pas dans les abstentions records, en particulier dans celle record de record, c'est-à-dire 2011, mais nous sommes tout de même sans doute au 2e ou 3e marche du podium des plus mauvais scrutins en termes de participation civique. C'est un signe. Et puis, cette estimation intéressante des départements par parti politique, nous allons voir les fourchettes proposées par Ipsos. Pour la droite, l'UMP-UDI, 69-70, entre 65 et 70 départements. La gauche, 31-36, le FN, de 0 à 1. Voilà, on avait l'habitude de dire pour la gauche que 30 aurait été une très sévère défaite, donc on n'est pas très loin, à 4 ou 5 départements près. La droite, UMP, UDI, Modem, emporte largement ce scrutin, bénéficiant à plein du caractère évidemment majoritaire à 2 tours de ce scrutin et de l'effet de sélection du premier à 12,5% des inscrits pour se qualifier, c'était difficile. Et puis un Front National qui ne réussit pas pour l'instant à emporter un département et on sait que symboliquement c'était un élément capital. Alors on va récapituler un tout petit peu les départements qui ont basculé, dont on sait qu'ils ont basculé déjà ce soir: l'Allier, le Nord, les Côtes-d'Armor, l'Isère, le Vaucluse, le Jura et la Seine-Maritime et la Corrèze, bien évidemment. Tout à fait. Pour ces départements, en tout cas certains d'entre eux, c'est un symbole, évidemment. On pense à la Seine-Maritime qui a été longtemps dominée par la figure du ministre des Affaires étrangères actuel, c'est-à-dire par Laurent Fabius. La Corrèze, évidemment, François Hollande, tous les regards sont braqués sur la manière dont ce département se dérobe ce soir sous les pas de son successeur, évidemment, depuis 2012. Ce sont des départements qui avaient une très forte connotation affective, politique, et qui vont contribuer à donner le sentiment qu'une page se tourne. Derrière, évidemment, ce sont des renouvellements de personnel politique, une génération nouvelle arrive au pouvoir, et on le sait, du même coup, un tremplin est posé pour la suite, c'est-à-dire pour les régionales. Grégoire, vous avez des résultats et des réactions pour nous ce soir. Oui Isabelle, en effet, les résultats, ça y est, on commence à arriver en nombre à 21h17, on commence à connaître la plupart des couleurs des assemblées départementales. Vous en parliez il y a à peine un instant, on part donc dans le Jura où la gauche était partie avec un lourd handicap la semaine dernière. Elle n'avait pas réussi à se qualifier dans 4 cantons pour ce second tour, avec le risque de perdre la tête du département. Le Front National était présent au second tour dans 13 des 17 cantons du Jura. La droite arrivait en tête dans 12 des 16 cantons restants et donc sans surprise, vous le voyez avec moi, eh bien le Jura a basculé à droite ce soir. Autre résultat, toujours en Franche-Comté, on part dans le Doubs où le Front National s'est qualifié dans 14 des 19 cantons la semaine dernière. Il était arrivé même en tête dans 4 d'entre eux. La présence du Front National brouillait les cartes et donnait à ce second tour une issue encore très incertaine. La gauche était arrivée en tête dans seulement 4 cantons. La droite, elle, partait en tête dans 11 cantons. Elle espérait faire basculer le département aujourd'hui. Eh bien, vous le voyez, c'est le cas puisque donc le département du Doubs bascule également à droite. Un autre résultat, cette fois-ci d'un canton en Gironde. Au 2e tour des départementales, la gauche était en passe de préserver le département à la faveur de la dizaine de triangulaires où se maintenait le Front National, qui a fait une poussée notable en Gironde, et du report de voix d'une gauche partie souvent divisée. Ce département était présidé par le socialiste Philippe Madrelle, qui ne se représentait pas, et dans ce canton, vous le voyez, ce sont les candidats de gauche qui ont été largement élus face aux candidats de la droite. Puisque nous sommes en Gironde, je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, revient justement sur les résultats dans ce département. On l'écoute. S'agissant de la Gironde, nous n'avons pas encore des résultats définitifs. Sur Bordeaux, nous passerons sans doute de 13 sortants à 18 à 20 sortants. Il n'en reste pas moins que le Parti socialiste, dans l'ensemble de la région Aquitaine, a mieux résisté qu'ailleurs. Seuls les Pyrénées-Atlantiques nous apportent une bonne nouvelle puisqu'ils vont basculer à droite. Voilà un peu où nous en sommes à cette heure des résultats. Une réaction que vous pouvez retrouver sur le site de France Télévisions, mobilisé ce soir, france-tv-info.fr. Place avec vous, Isabelle et Olivier, aux analyses. Merci Grégoire. Alors avant de parler du Doubs, un mot sur Alain Juppé, ou peut-être plusieurs mots d'ailleurs.
Oui, chaque téléspectateur l'aura constaté, le ton n'était pas à l'enthousiasme. Alain Juppé a l'air assez chagrin ce soir. Et de fait, c'est sa stratégie qui peut être mise en question, car après tout, en proposant des listes Gironde positives, c'est-à-dire en gommant le logo UMP, ou en le mettant en retrait, il tentait là d'afficher une alliance plus moderne avec le MoDem, se démarquer en quelque sorte de la stratégie impulsée par Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. On peut dire que le résultat est plus que mitigé, et la bonne résistance du Parti socialiste, les scores moyens mitigés du premier tour pour cette fameuse liste Gironde positive, tout cela plaide pour, au fond, un succès très, très limité, et donc une grosse interrogation pour la suite, car les primaires, on le sait, en mai 2016 attendent l'UMP. Quelle est la bonne façon de traiter les Alain Juppé alliés aurait été porté par un basculement à droite de son département. Oui, il aurait pu l'être, et d'autant que, on le sait, tout autour dans l'Aquitaine, il y avait des places à prendre, et ce soir, il le dit lui-même, il l'avoue, c'est un pari qui n'a pas été réussi. Une déception, en revanche, un contentement et beaucoup de joie quant aux Pyrénées-Atlantiques qui ont résisté au vote FN et qui là basculent à droite. Oui, tout à fait. Et c'était, on le sait, dans ce département, l'occasion pour retrouver des figures importantes de la vie politique, notamment la figure de François Bayrou. Et l'on voit que l'essai a été réussi. Il arrive à transformer des victoires qui avaient été importantes, décisives même, dans plusieurs villes lors des municipales. Et désormais, le département reprend des couleurs bleues, des couleurs de l'unité qui a été trouvée, mise en avant entre l'UMP, le MoDem et l'UDI. Et c'est un élément très important pour la suite, car on le sait, ce sera une région qui va être là aussi fortement disputée. Le Doubs. Un mot du Doubs. Le Doubs, mais aussi le Jura, on le voit, la Franche-Comté est en train de basculer de la gauche vers la droite, et c'est un scrutin qui, évidemment, est lourd d'enseignements, car déjà lors de la 4e partielle législative, on avait senti que la division à gauche, et parfois même l'éclatement, mais on avait vu aussi que le rejet politique d'une partie des catégories populaires liées à la désindustrialisation, liées à l'isolement, à la disparition des services publics, tout cela faisait mauvais ménage et ne permettait pas à la gauche de pouvoir continuer à préserver ses intérêts dans ce département. Oui, le candidat PS, Frédéric Barbier, était talonné par Sophie Montel, la candidate frontiste. Tout à fait, donc c'est une indication très forte. On le voit ce soir, le centre de gravité politique de ces départements a complètement basculé. Je vous propose maintenant d'avoir des informations sur la Drôme qui bascule à droite avec Hugo Chaplon. C'est donc la fin de 11 ans de socialisme pour le département de la Drôme. La gauche est donc défaite ici avec 8 cantons contre 11 conquis par la droite. Les deux formations étaient pourtant au coude à coude à l'issue du premier tour, mais la participation en hausse lors de ce second tour a profité au binôme de droite et du centre. Didier Guillaume, le président sortant du Conseil général, explique cette défaite par un rejet de la politique nationale. La droite, elle, parle d'un revirement de bon augure pour les prochaines échéances électorales. A noter qu'ici, aucun binôme de Front National ne fera son entrée au Conseil départemental. Pourtant, ils étaient 15 en lice pour ce second tour sur 19 cantons que compte la Drôme. Voilà, la Drôme qui bascule à droite, de bon augure pour les régionales, pour Alain Wauquiez. Surtout si l'on ajoute le destin de l'Isère qui est quasiment scellé au soir du premier tour. On le voit, l'ancienne région Rhône-Alpes, aujourd'hui on le sait qu'elle va être agrandie avec l'Auvergne, est en train de prendre ses marques pour un scrutin au mois de décembre prochain qui va être décisif. Mais on le voit, la droite, après les municipales, est en train de conquérir des positions de plus en plus fortes, ce qui là aussi laisse penser que cette grande région peut basculer de la gauche à la droite. Oui, c'est vrai que tout le monde se prépare à l'échéance des régionales et Laurent Wauquiez est bien sûr candidat en Rhône-Alpes pour l'UMP. Nous nous dirigeons maintenant en Isère avec Cédric Picot qui va nous faire un point sur la situation du département dont on sait déjà qu'il bascule à droite. Écoutez Isabelle, en Isère, le chemin de croix entamé par les socialistes la semaine dernière se poursuit ce soir. On le sait, la gauche locale était prise dans un contexte national défavorable pour ces élections. Elle était aussi confrontée à la concurrence des listes Rassemblement Citoyen, Europe Écologie Les Verts et Parti de gauche. Dimanche dernier, elle avait été éliminée dès le premier tour dans 11 cantons sur 29. Et ce soir, ce déclin de la gauche départementale se confirme au profit de la droite. Les binômes UMP, UDI, divers droites se sont imposés
gagné dans 9 des 13 cantons dont on connaît déjà les résultats définitifs. Par contre, du côté du FN, les bonnes performances du premier tour ne se concrétisent pas ce soir, notamment dans le nord du département. Je vous rappelle que le département de l'Isère était géré par une majorité socialiste depuis 2001, mais à cette heure-ci, même si tous les résultats définitifs ne sont pas encore arrivés, c'est bien un basculement à droite qui se dessine dans le département de l'Isère. Merci beaucoup Cédric Picot. Olivier Hill, alors l'effet Piolle et Front de gauche à Grenoble n'a pas touché l'Isère, le département. Non. La tache d'huile, au fond, est restée limitée aux 4 ou même 3 cantons de Grenoble. C'est intéressant aussi parce qu'on voit que le Front National, dans ses terres traditionnellement socialistes, a marqué des points. Il est présent dans près d'une vingtaine de cantons de manière très, très forte. On voit aussi les listes Europe Écologie Les Verts sont parvenues à faire des scores très importants, entre 25 et 30 points, ce qui est beaucoup, compte tenu au fond des rapports au sein de la gauche cette fois. Et on peut rappeler de ce point de vue la formule de l'un des compétiteurs dans le nord du département, Erwan Binet, qui fut le rapporteur du mariage pour tous, qui s'était dit qu'au fond, avec ce mode de scrutin, le Parti socialiste était tiré une balle dans le pied. De fait, il avait donné un pouvoir à ceux qui, inscrits, ne veulent pas se déplacer, de décider malgré tout, en s'abstenant. Oui, parce qu'une des figures de l'Isère, André Valigny, faisait partie du gouvernement, fait toujours partie du gouvernement, et il est chargé de la réforme territoriale. Tout à fait. Alors son sort personnel est clair, il l'a emporté très nettement au second tour, mais pour lui, c'est déjà un désaveu, car on le sait, lors des précédentes élections, on les appelait cantonales à l'époque, il l'emportait dès le premier tour. Avec près de 60% des voix. Tout à fait. Direction Béziers avec Valérie Cohen-Luxet qui nous fait part d'une information. 3 cantons sont passés à l'extrême droite, ce qui veut dire que l'effet Ménard marche à Béziers. Bonsoir Isabelle, effectivement, ici à Béziers, les 3 cantons ont basculé ce soir à l'extrême droite. Je dis l'extrême droite parce que ce sont avant tout des candidats qui se revendiquent du parrainage de Robert Ménard, le maire de Béziers, et non pas forcément de celui du Front National, même si certains en ont l'étiquette. Alors sur le canton de Béziers 1, le tandem ménardiste, puisque c'est comme ça qu'il se revendique, l'emporte sur le vice-président socialiste sortant du Conseil général, Jean-Michel Duplat, en tandem avec Roselyne Pestey. L'extrême droite l'emporte avec 54,6% des suffrages contre 45,4% à la gauche. Même scénario sur Béziers 2, mais là l'extrême droite était face à la droite unie UMP-UDI. Les scores sont quasiment identiques, 54,14% pour le tandem ménardiste contre 45,6% pour la droite. Et enfin sur Béziers 3, là on peut parler vraiment d'une très large victoire pour un tandem d'inconnus. Pour le Front National, 59,18% pour Franck Manogil, avec Madame Zénon. Il l'emporte sur le vice-président du Conseil régional socialiste Claude Zemmour et sa colistière qui s'incline avec 40,82% des suffrages. Ce soir, 3 cantons de l'Hérault ont donc basculé à l'extrême droite et il semblerait pour l'instant que ce soit les seuls. Merci à vous Valérie. Une réaction Olivier, je vous voyais très intéressé par les propos de Valérie en direct de Béziers. Oui, car c'est un des endroits où on peut tester très directement la capacité de ces nouveaux maires proche du Front National, rappelons que M. Ménard n'est pas directement le représentant du Front National, mais il est soutenu par ce dernier, de mettre au fond leur popularité en jeu. Et là, on le voit, comme avec Steve Briois sur Hénin-Beaumont, qui était partagé entre 2 cantons, eh bien c'est un essai réussi, on le voit, les électeurs plébiscite la gestion de M. Ménard et à travers ces départementales montre qu'au fond l'adhésion est là, c'est un vote qui maintenant s'installe dans le temps, c'est un vote qui se confirme élection après élection et qui montre que les relations associatives, familiales se restructurent autour de cette offre politique, c'est un signe très important pour la suite. Grégoire Bouscambert, vous avez des nouveaux résultats et des réactions pour nous. Exactement Isabelle, nous vivons donc ces élections en direct, en temps réel et je vous communique les résultats qui viennent directement des préfectures. Je vous propose de partir justement en Midi-Pyrénées, nous allons dans le Tarn-et-Garonne. Réélu dès dimanche dernier, l'ancien ministre Jean-Michel Baillet du Parti radical de gauche n'était pas totalement assuré de rester président du conseil départemental. Sous la houlette de Brigitte Barège, l'UMP, la droite espérait rafler 8 cantons sur 15 et vous le voyez, c'est raté pour l'UMP puisque le conseil départemental du Tarn-et-Garonne reste donc
à gauche. Autre résultat en Corrèze, dans le département du président Hollande, la gauche devait s'unir pour gagner. Aucun binôme de gauche n'avait encore été élu, alors que 4 cantons étaient déjà acquis à la droite, dont 2 gains. À noter d'ailleurs ici que Bernadette Chirac, élue depuis 1979 du canton de Corrèze, avait jeté l'éponge comme candidate, mais restait suppléante dans son nouveau canton de Brive 2. Son binôme UMPE a été élu ce soir, et vous allez le voir, eh bien, ce département bascule à droite. Évidemment, c'est une victoire symbolique très forte pour l'UMP. Autre résultat, cette fois-ci en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, le suspense ici était total. PS et alliés semblaient assurés de remporter une dizaine de cantons sur 35, le Front de gauche 2 et la droite républicaine une quinzaine. Le résultat restait très incertain dans environ 8 cantons. Eh bien, vous le voyez, ce département donc passe et reste à gauche. Enfin, priorité donc aux résultats, on l'a dit, mais également aux réactions. Et à l'instant, j'ai la réaction de Marion Maréchal-Le Pen qui vient d'arriver. La députée du Vaucluse Front National revient sur les résultats donc dans son département. Le FN ne l'a pas remporté, mais elle est quand même satisfaite. On l'écoute. Le mode de scrutin était inique, vous le savez, particulièrement défavorable. Nous avons subi une campagne d'insultes et de diffamations absolument scandaleuse, mais nous pouvons avoir quand même une grande satisfaction ce soir, qui est celle de voir le Parti socialiste s'effondrer malgré tous les efforts du Premier ministre. Nous avons gagné le devoir d'être au service des Vauclusiens, de tous les Vauclusiens, qu'ils soient ou non de notre avis politique. L'avenir commence toujours demain, et il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a qu'un plancher que nous avons patiemment construit et courageusement construit. Alors soyons fiers de ce que nous avons fait, car mes amis, soyez-en sûrs, ça n'est que le début. Je vous remercie. Voilà pour les dernières réactions recueillies en région par les équipes de France Télévisions. Isabelle. Merci à vous Grégoire. Olivier, une réaction sur d'abord Marion Maréchal-Le Pen. Oui, on le voit, elle le dit, elle est lucide, elle échoue au fond sur la dernière marche de l'escalier qui était censé la mener au pouvoir, et en l'occurrence à l'exécutif départemental du Vaucluse. C'est une immense déception, elle ne cache pas sa douleur, elle n'en fait pas mystère, et en même temps elle positive, car elle signale que voilà, désormais tout est possible en la matière, et tout s'est joué à très peu de choses. Ce département aurait pu basculer, comme l'Aisne, comme le Gard, pas très loin, et donc c'est... Résultat, pour un mode de scrutin qui, rappelons-le, n'est pas favorable à une formation qui n'a pas d'alliés, qui ne peut pas mobiliser beaucoup de réserves de voix. C'est une déception pour elle, on l'a compris, et elle joue la victimisation. Elle joue la victimisation, c'est un couplet, sinon une partition qu'on connaît très bien, mais on le voit, c'est pour elle un résultat qu'elle souhaite malgré tout présenter comme positif dans évidemment l'horizon ou par rapport à l'horizon qui est celui des régionales, car elle sait que c'est là véritablement que le sort peut être positif, avec un scrutin qui sera à la proportionnelle cette fois. Une surprise dans les résultats annoncés par Grégoire tout à l'heure, celle du Tarn-et-Garonne, on l'avait dit, bascule à droite, finalement il reste à gauche, la dynastie est confirmée. Oui, la dynastie est confirmée. Rappelons que Mme Evelyne Baillet avait été la première femme, ou une des toutes premières femmes, à présider un département, en tout cas en France métropolitaine, au début des années 70. C'est l'occasion de souligner à nouveau le rôle de ces rapports familiaux. Le territoire local, c'est-à-dire au fond le terroir, est souvent tramé par des relations de parentèle, de proximité, et que ce soit au fond, rappelons-nous, le Vaucluse, on en a parlé tout à l'heure, ou dans le Nord, évidemment, ce sont des liens qui permettent de souder des majorités, et on le voit, les dynasties ont encore un bel avenir devant elles. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct de Paris Mariette Sinaud du CEVIPOF. Mariette Sinaud, merci de rester avec nous toute la soirée. J'aimerais qu'on aborde le sujet des femmes et du Front National et des petits partis. En tout cas, on sent que l'accession à la politique par les femmes dans ces petites cellules de partis est plus facile aujourd'hui que dans les partis traditionnels. Écoutez, peut-être dans chaque parti nouveau, effectivement, c'est plus facile pour les nouvelles venues que sont les femmes de progresser, mais je dirais que là, de toute façon, la parité imposée des candidats et des élus pour les conseillers départementaux rendait les choses égales dans chacun des partis. Je crois que ce qui est plutôt intéressant de souligner, c'est le fait que, alors que pendant 25 ans, les électrices avaient résisté au vote Front National, eh bien, depuis que Marine Le Pen est à la tête de ce parti,
parti, les femmes ont cédé, et on l'a vu lors de la présidentielle 2012. Il y a eu égalisation des suffrages des hommes et des femmes en direction de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a joué elle-même, si vous voulez, de son identification au fait qu'elle est une femme, qu'elle est une mère de famille, et elle s'est voulu, si vous voulez, un peu un modèle identificatoire vis-à-vis des électrices, et notamment vis-à-vis des électrices les plus précaires. Et on a vu qu'effectivement, un grand nombre d'ouvrières, un grand nombre de femmes au foyer et un grand nombre de femmes actives assez jeunes avaient voté en direction de Marine Le Pen. Par conséquent, c'est un résultat qui est, je dirais, très important à souligner, dans la mesure où, s'il y a une nationalisation du Front National, c'est aussi parce que l'électorat féminin a fini par céder. Pour rebondir sur votre propos, Mariette Sinaud, je vous propose de regarder ce reportage de France 3 Lille, un portrait croisé de 2 candidates femmes. L'une est au Front National, l'autre est au Parti Socialiste. C'est loin d'être une débutante, maire de Dainville depuis 2008, conseillère générale depuis 1998, Françoise Rossignol connaît son métier. Les femmes peuvent tout mener de front, elle en est la preuve. Si elle n'est pas fan de la parité imposée, elle convient qu'elle est aujourd'hui nécessaire. Je pense que ça va apporter beaucoup de diversité et qu'on va dans un sens positif, mais non sans douleur. Mais voilà, c'est l'idée d'un volontarisme politique. Et moi, j'espère que d'ici 3 ou 4 mandats, ça paraîtra complètement désuet et qu'on pourra passer à une situation, je dirais, normale, d'équilibre entre hommes et femmes, comme on devrait le trouver partout. On avait pensé à une autre politique est possible. À 33 ans, Julie Ducroquet ne manque pas d'énergie. L'idole de cette conseillère municipale de Villeneuve-d'Ascq est une femme, Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une grande dame. Et je pense justement que les femmes ont ce truc en plus que l'homme n'a pas. Peut-être aussi plus de courage sur certaines choses. Pour les 2 femmes politiques, le travail continue, chacune avec son binôme masculin. On est complémentaires, l'homme et la femme, et justement on fait on est des binômes et ça nous permet de partager nos idées qui ne sont pas forcément les mêmes. Hommes ou femmes, nous faisons campagne, nous sommes conseillers généraux avec notre personnalité, notre histoire, et que bien entendu, être femme fait partie totalement de cette aventure individuelle. Homme ou femme, ce qui fera la différence, ce sera le vote des Français. Tout de suite, Vanessa Fils sur les réseaux sociaux qui a beaucoup de choses à nous dire. On reste sur le Front National puisque Marion Maréchal Le Pen l'a confirmé. Le Front National ne remporte pas le Vaucluse. Des réactions sur les réseaux sociaux. Cet homme dit voilà une très bonne nouvelle. Le Front National et Marion Maréchal Le Pen vont pouvoir aller planter leurs choux ailleurs que dans le Vaucluse. Vaucluse, un tiers FN, un tiers UMP, un tiers PS. Drôle et très représentatif du tripartisme exacerbant. Mais alors le FN, on n'a pas son département. Le Vaucluse, 17 autres personnes, c'est ingouvernable. Et c'est vrai qu'il va y avoir un problème de gouvernance. L'Aisne et le Vaucluse pourraient bien être gouvernés par des majorités de gestion entre l'UMP et le PS, pronostic Eugénie. Et puis cette conclusion au sujet de l'Aisne qui n'est donc pas non plus remportée par le Front National. Il n'y aura pas de FN. Voilà Isabelle. Merci Vanessa. Je voudrais que l'on retrouve Mariette Sinaud en direct de Paris. Mariette Sinaud, les femmes attirées par le Front National, attirées par le vote donné à Marine Le Pen, et pourtant ce parti va à l'encontre de l'indépendance, de l'autonomie, de la libération de la femme. C'est paradoxal. Ben oui, tout à fait, parce que dans son programme, il y a des points, effectivement, qui sont tout à fait à l'encontre des droits des femmes, et notamment en ce qui concerne le remboursement de l'IVG. Et néanmoins, Marine Le Pen réussit ce tour de force à se présenter finalement comme celle qui défend les droits des femmes contre une pseudo-islamisation de la société. Et dans son livre autobiographique, elle a une formule pour dire que finalement, les promesses en matière de parité sont un coup de bluff quand finalement les femmes n'ont pas la liberté d'aller tête nue ou en jupe dans certains quartiers. Donc elle a beau jeu effectivement de dire que c'est elle qui protège les femmes.
Pouvez-vous nous décrire ou nous faire le portrait type de l'électrice aujourd'hui du Front National ? Qui est-elle ? Écoutez, aujourd'hui, c'est difficile parce que les élections départementales, c'est une élection d'un type un peu particulier. Mais si on se réfère au vote au premier tour de la présidentielle, celles qui ont voté majoritairement pour le Front National sont la tranche des 25-49 ans, donc les femmes en âge d'être en situation active professionnellement et avec des jeunes enfants. Et ce sont les ouvrières et enfin les femmes au foyer. Merci à vous, Mariette Thinot. On vous retrouve dans la troisième partie de cette édition pour la suite de cette enquête sur la parité, sur le vote des femmes. Grégoire Bouscanvert, vous nous interpellez parce que vous avez de nouveaux résultats et de nouvelles réactions. Oui, Isabelle, de nouveaux résultats qui nous permettent donc de connaître les couleurs des futures assemblées départementales. Résultats notamment en Rhône-Alpes et on part en Ardèche. Le sauvetage de ce fief socialiste était possible puisque la gauche était arrivée en tête. Le Front National se maintenait la semaine dernière dans 12 cantons sur 17, dont 8 triangulaires. Et donc, sans grande surprise, eh bien, vous le voyez, le conseil départemental de l'Ardèche reste majoritairement à gauche. Résultat également en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Ici, le Parti socialiste et allié ont maintenu leur position au premier tour, mais ce fief socialiste depuis la fin des années 70 était sous la menace de la poussée de la droite. Et vous le voyez, eh bien, le département des Côtes-d'Armor bascule à droite. Enfin, un autre résultat en Poitou-Charentes. Dans les Deux-Sèvres, l'union de la droite était en ballottage très favorable pour reprendre un département que la gauche lui avait enlevé en 2008 pour la première fois de son histoire. La droite a emporté un siège dès le premier tour, tandis que dans un autre canton se tenait l'unique triangulaire du département où le FN, arrivé en 3e position, avait décidé de se maintenir. Dans les 15 autres cantons se jouaient des duels gauche-droite, la droite pouvant raisonnablement espérer en gagner 9 et donc remporter la majorité. Donc sans surprise, vous le voyez, le conseil départemental des Deux-Sèvres passe à droite. Merci beaucoup Grégoire. Nous allons écouter à présent François Bayrou, le maire de Pau, qui parle de défaite de la gauche, mais qu'il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir rallier le vote des Français. C'est une sanction pour le gouvernement, une sanction pour la majorité socialiste, et cette sanction est extrêmement forte, peut-être même brutale. Deuxièmement, il reste un grand travail devant nous tous, devant toutes les formations politiques, qui est de construire une adhésion et une confiance qui, pour l'instant, demeure à bâtir. Je ne pense pas qu'un vote sanction soit un vote d'adhésion. L'adhésion, il faut la construire. Et pour cela, il faut changer les pratiques politiques. Et pour cela, il faut avoir, j'allais presque dire, des mots différents, une manière différente de prendre les problèmes et puis de s'adresser aux Français pour porter leurs attentes. Olivier, une première réaction sur François Bayrou ? Oui, je crois que le diagnostic de M. Bayrou est très juste. Il met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire notamment sur une certaine arrogance, morgue de la classe politique, un manque d'écoute à l'égard des citoyens, une distance très grande, des avantages acquis qu'elle défend alors même qu'elle demande aux salariés de faire de nombreux sacrifices. Bref, on est dans une situation où la démocratie française, on le sait, se délite, la démocratie locale tout particulièrement, et là, il faut en venir du coup à un renouvellement des pratiques politiques. Alors, les femmes arrivant dans les conseils départementaux, on le sait, ça peut être une façon de renouveler certaines pratiques, notamment par le fait que les populations ouvrières sont mieux représentées. Dans le sillage de l'arrivée de ces femmes, il y a aussi des catégories sociales qui sont mieux représentées, mais de façon générale, il va falloir franchement moderniser la vie publique française. Cette information aussi qui vient de nous parvenir, et c'est Jérôme Guedj, le président du conseil départemental socialiste de l'Essonne, qui vient de l'annoncer. L'Essonne bascule à droite. Oui, c'est un autre trophée que la droite de l'UMP, UDI, MoDem peut brandir, car c'était évidemment le département dans lequel le Premier ministre avait placé beaucoup d'espoir. Il en était issu. C'est un département qui, on le sait, avec la mairie d'Évry, lui avait donné beaucoup d'opportunités de carrière à Manuel Valls. Et là, ce soir, patatrac, ce département tombe. C'était prévu, car on savait que ça allait être très difficile, même si, au fond, il n'y a pas eu autant de désunions dans ce département que dans d'autres. Mais la vague bleue était très forte, et notamment, il n'y a pas eu ces jeux de bascule avec le Front National, comme on avait pu en connaître dans d'autres départements de l'Île-de-France. On retrouve tout de suite Brice Teinturier en direct de Paris. Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos. Bonsoir Brice Teinturier. Quels sont les premiers enseignements de ce second tour ?
Le premier enseignement, c'est la très nette victoire de l'UMP et de l'UDI. Les fourchettes que nous avons sont sans appel. Le PS et ses alliés évitent la déroute de 92, où là, il était tombé à 23 départements. Il passerait la barre symbolique des 30 départements. Mais malgré tout, c'est bien l'UMP qui inverse la majorité et qui obtient davantage de départements ce soir que la gauche elle-même n'en avait jusqu'à maintenant, puisqu'elle en avait 61 et qu'on est sur quelque chose de plus important encore pour la droite. Le deuxième grand enseignement, je crois, c'est le FN. On voit bien que le FN a une minorité de blocage au second tour qui est beaucoup moins importante que ce qu'il pouvait espérer et que, faute de pouvoir s'allier, il passe d'un très bon premier tour à 25% à un second tour qui est finalement assez médiocre pour lui. Et le troisième enseignement qui est lié à cette question du FN, c'est qu'on mesure aussi ce soir que le comportement de la droite a évolué s'agissant du FN. On le voit dans l'enquête que nous avons conduite tout au long de la journée. Les électeurs de l'UMP et également l'ensemble des Français ont été inquiets du résultat du FN au soir du premier tour. Et du coup, les électeurs de droite, non seulement n'ont pas appliqué le nini stricto sensu, parce qu'ils sont allés davantage voter qu'ils ne se sont abstenus, mais surtout, ils ont voté en cas de duel gauche-FN, davantage pour la gauche que pour le FN. Et il y a là une inflexion par rapport à ce qu'on mesurait à la fois dans les enquêtes et également dans les comportements électoraux avant ce second tour. Donc très clairement, il y a une sorte de prise de conscience à droite que le Front National est un adversaire, qu'il est dangereux pour la droite, et du coup une droite qui revient à ses réflexes qui étaient plutôt les réflexes de l'ère chiraco-jupéiste, si on peut le dire comme cela. Ce scrutin est un scrutin national, c'est une première à beaucoup de points de vue. Est-ce qu'il est révélateur ou est-ce qu'il préfigure de la présidentielle de 2017 ? La présidentielle obéit à d'autres règles, mais malgré tout, on voit petit à petit, comme on l'avait vu d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy à l'occasion de chacune des élections intermédiaires, on voit à nouveau, depuis les municipales, depuis les européennes et maintenant depuis ces départementales, que la droite est très majoritaire dans le pays, que le Front National est à un niveau élevé et que la gauche est globalement en grande difficulté pour aborder et les élections régionales qui vont arriver, qui se font avec, je le rappelle, un autre mode de scrutin, et évidemment l'élection présidentielle. Alors on ne peut pas d'ores et déjà considérer qu'il y aurait qualification de Marine Le Pen, non qualification du candidat de la gauche comme on l'entend parfois. Ça dépendra beaucoup de l'offre électorale elle-même, de la fragmentation, de beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais la gauche est affaiblie, incontestablement. Elle évite encore une fois ce soir ce qui était une déroute par exemple en 92, mais elle est frappée d'une lourde défaite. Et beaucoup de départements, au-delà du nombre, sont des départements symboliques, des départements qui étaient historiquement ancrés à gauche et qui basculent, comme l'Essonne, comme les Côtes-d'Armor, comme bien d'autres, comme la Corrèze aussi, qui est symbolique. Et tout cela traduit l'existence incontestable d'un vote sanction à l'égard du pouvoir national. Et puis également, dans les départements, eh bien, c'est un coup d'arrêt à 6 scrutins cantonaux qui avaient vu une progression continue de la gauche. Et depuis 2004, la gauche était devenue majoritaire en nombre de départements. Les compteurs sont totalement remis à zéro. Et c'est la droite qui, ce soir, a de réelles raisons de sourire et de considérer qu'elle a gagné au tour décisif ce scrutin, qu'elle l'a largement gagné. Merci à vous, Brice Teinturier, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Olivier Hill, une réaction ? Oui, je crois que Brice Teinturier a raison d'insister sur 2 points. D'abord, le très faible étiage de la gauche. Ce soir, elle est à moins de 40% face à une droite qui a près de 60%. C'est évidemment trop peu pour espérer emporter et peser réellement sur les prochains scrutins. Deuxième élément central, c'est évidemment sa désunion. On l'a vu, ça l'a empêché d'endiguer le vote sanction qui était très présent, qui est celui de tous les scrutins intermédiaires lorsque la conjoncture économique est dégradée. Et on l'a vu à nouveau, c'est pas gagné pour essayer de rabibocher ces gauches, car elles sont plurielles désormais, et faire en sorte qu'un front commun existe pour notamment le scrutin régional, où là, évidemment, la désunion va être meurtrière. Merci Olivier. On retrouve tout de suite Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats dans les cantons. Et oui, exactement, Isabelle. Des résultats donc qui arrivent et qui nous permettent donc de connaître les couleurs des assemblées départementales. Je vous propose de partir en Auvergne. On va dans l'Allier. L'Allier, c'était le seul département encore dirigé par le Parti communiste avec le Val-de-Marne. Le second tour des départementales s'annonçait particulièrement indécis. Si la gauche avait résisté à la vague bleue lors du premier tour, un basculement à droite pouvait se jouer à un canton près. Habitué à des alternances, le Conseil général a changé de majorité à 6 reprises depuis 1945.
En 2008, les communistes avaient récupéré le département avec un siège d'écart et voyez, ils l'ont perdu puisque le département bascule à droite. Résultat en Midi-Pyrénées, dans le Tarn, cette semaine se jouait ici une bataille indécise dont l'issue devait dépendre de 5 cantons entre la gauche, emmenée par le président socialiste du Conseil général Thierry Carcenac, grand défenseur du projet de barrage de Sivins, et la droite, conduite par Philippe Folliot de l'UDI. La droite pouvait espérer sortir gagnante, mais c'est raté, vous le voyez, dans ce département. Eh bien, c'est la gauche qui est majoritaire. Et également un résultat en Picardie, dans la Somme, où le Front National était arrivé en tête au premier tour la semaine dernière, mais le parti de Marine Le Pen n'était pas en mesure de gouverner ce département. Eh bien, vous le voyez, dans le département de la Somme, la droite est majoritaire. Et puisque nous sommes dans la Somme, priorité également aux réactions, je vous propose d'écouter celle du député de droite Alain Geste. Il est plutôt satisfait de cette majorité. On l'écoute. Oui, nous allons avoir une majorité assez nette finalement et évidemment ça nous réjouit parce que ça favorisera la gestion du département. Celle-ci va être très difficile. Les conditions financières sont à mon avis extrêmement délicates car un certain nombre de budgets du Conseil général de la Somme ont été votés au même niveau que l'année dernière alors qu'ils vont certainement dépasser malheureusement en dépenses qui étaient prévues, ce qui veut dire qu'il va falloir gérer avec beaucoup de rigueur. C'est la raison pour laquelle je me réjouis d'une majorité absolue et je me réjouis que cette majorité soit confiée à une équipe qui va se vouloir sérieuse et qui va avoir les moyens d'accomplir ce qu'elle souhaite. Voilà pour les dernières réactions recueillies en région. Place à l'analyse avec vous, Isabelle et Olivier. Merci à vous, Grégoire Bouscambert. Je vous entendais sur le Tarn. Oui, on voit que le Tarn, comme le Tarn-et-Garonne, reste un bastion socialiste. Ce sont des éléments très importants pour la suite. Je reviens souvent sur ces dynamiques électorales. Les régionales sont à l'horizon, mais c'est vrai que ces scrutins s'enchaînent assez rapidement. À peine le 3e tour du 2 avril passé, la plupart des équipes se plongeront dans les préparatifs de la régionale. Et l'on voit du coup que pour la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, cette grande région, eh bien, le Parti socialiste et ses alliés conserveront de solides bastions et peuvent du même coup espérer que la région demeure en sa possession. On a vu la Picardie qui basculait entièrement à droite. Oui, tout à fait. C'est le 3e département qui tombe dans l'escarcelle de l'UMP et de l'UDI. C'est un élément très fort. Et là, à l'inverse de ce que je viens de dire, avec le département du Nord, on voit petit à petit que la couleur politique de ce grand ensemble régional est en train de changer. Et là encore, à la faveur notamment de reports de voix qui ont été très puissants, d'une désunion qui a été très grande à gauche, de reports de voix pour l'UMP, l'UDI, des unions à gauche entre notamment les listes écologistes Front de gauche et les listes Parti socialiste. Et on vient de l'apprendre, les Pyrénées-Orientales restent à gauche. C'est le département de Ségolène-Neuville, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Tout à fait. C'était un département très serré où toutes les choses se sont jouées vraiment à peu. C'est sans doute l'espace d'un papier de cigarette qui devait séparer les candidats ou les partis en lice. Et c'est en tout cas un succès important pour cette secrétaire d'État qui, on le sait, faisait partie des rares ministres ou secrétaires d'État en compétition, descendus dans le terrain, prenant ce risque, s'exposant devant les électeurs. Pyrénées-Orientales à gauche et la Lozère bascule, elle, à gauche. Ce sera le seul département gagné ce soir par la majorité gouvernementale. Je vous propose maintenant d'écouter Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Bon, d'abord, avant de donner des signes et de faire des propositions, il faut regarder les chiffres et bien regarder ce qui s'est passé. Il y a eu une confirmation du premier tour. Et on va être absent dans beaucoup d'endroits au 2e tour et on va perdre des départements à cause de la division du premier tour. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, quand même, qu'il faut rappeler, c'est que malgré tout, la gauche, de manière globale, résiste, même si elle recule nettement. Voilà ce qui est ce que sont les enseignements de ce soir, 2e tour de cette élection. Bon, Stéphane Le Foll essaye d'amortir les chocs. Oui, on est dans une configuration classique où le porte-parole du gouvernement vient communiquer, donc évidemment avec des mots, la magie des mots, vient nuancer, amoindrir. Il en appelait aux chiffres, les chiffres sont clairs. C'est une défaite forte pour la gauche au pouvoir et notamment, je l'évoquais à l'instant, en passant sous la barre des 40%, beaucoup d'inquiétudes pour elle à l'orée de nouveaux scrutins. Comment va-t-elle faire pour remonter cet impératif si elle veut l'emporter et surtout pour rassembler ? Alors, tout de suite, je vous propose de retrouver Vanessa Fize avec la magie des mots sur les réseaux sociaux. Oui, avec un vrai faux bulletin de vote qui a été retrouvé au dépouillement en Haute-Loire. Je vous propose de le découvrir. Il a le mérite de réconcilier 2 soirées, la soirée élection et la soirée foot. Vous allez le voir.
Voilà, un électeur a glissé ce bulletin dans l'urne, très bien imité, Zlatan Ibrahimovic, Valérie Trierweiler. Voilà, et puis le foot qui inspire également cet internaute en hommage aux résultats des élections départementales. Les joueurs français basculent le jeu à droite. Et puis, je suis sûre que vous voulez savoir où on en est de ce match, sans zapper, tant qu'à faire. C'est 2-0 pour l'instant. Merci Vanessa. Un petit mot d'Olivier qui aimerait réagir sur les votes blancs et nuls. Oui, cet électeur très sportif et fin connaisseur de la vie politique, évidemment, a pris l'immense risque de biffer son bulletin. On le sait, cela veut dire qu'il va être annulé. Ça me permet de souligner l'importance du vote blanc et nul. Le vote blanc désormais comptabilisé, mais pas reconnu. Un vote qui a beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années et qui est très fort dans certaines circonscriptions. Il est en quelque sorte l'envers de la faible concurrence électorale. C'est aussi un élément qu'il faut suivre avec l'abstention, mais on en parle beaucoup moins. Je vous propose de retourner à Béziers à présent. Vous savez que 3 binômes parrainés par Robert Ménard, qui est très proche du Front National, ont été élus ce soir. Direction Béziers avec Valérie Cohen-Luxet. Bonsoir Isabelle, et l'on peut ce soir parler d'un véritable effet Ménard ici à Béziers. Robert Ménard, élu l'an dernier à la mairie, parrainé 3 binômes, et ce soir, les 3 binômes d'extrême droite parrainés par le maire sont élus dans les 3 cantons de Béziers. L'extrême droite fait donc son entrée au nouveau conseil départemental. Mais pourquoi faire ? C'est bien la question, car ces 3 cantons semblent être les seuls à avoir basculé au profit du Front National ce soir dans l'Hérault. Et le risque, c'est celui d'un isolement de Béziers sur la scène départementale. Jean-François Corbière, élu ici même en centre-ville de Béziers sur le canton de Béziers de ce soir, l'a bien compris, puisqu'il s'est dit tout de suite prêt à travailler avec tout le monde. Et il sait de quoi il parle, puisque ce même Jean-François Corbière, l'année dernière, était membre de la liste menée par l'UMP Eliabou, qui a été battue par Robert Ménard. Et Jean-François Corbière, ce soir, a été élu grâce au soutien du maire de Béziers. Voilà, on parlait de porosité et de transfuge, ça continue et on va en voir beaucoup ce soir. Je propose maintenant de revenir sur la situation de la Gironde qui bascule à gauche, on l'a entendu auprès d'Alain Juppé tout à l'heure, avec Pascal Cagnato de France 3 Bordeaux. Gironde qui reste à gauche, alors nous n'avons pas la totalité des cantons, mais à l'heure où je vous parle, 19 cantons ont été acquis par le Parti Socialiste, la gauche. La droite remporte 9 cantons, le Front National 1, il reste encore 4 cantons à dépouiller, mais globalement on peut dire qu'évidemment ce soir la Gironde reste à gauche avec au minimum une vingtaine de cantons, 20 cantons au minimum, voire plus, on en saura un peu plus dans quelques minutes. Alors vous l'avez vu, satisfaction évidemment du président Madrelle, à double titre évidemment, puisque ce département reste à gauche, c'était un de ses objectifs. La défaite de Yves Damécourt, c'est une défaite qu'il avait souhaitée, qu'il avait ciblée, un canton donc qui était un canton test pour le président Madrelle. Une petite déception pour lui, une ombre au tableau, c'est le canton de la Presqu'île, qui est son canton qui bascule à droite. Et on peut dire ce soir que, évidemment, dans ce paysage positif pour le président sortant, il y a cette petite ombre au tableau. Et puis Jean-Luc Glaise, le futur président, celui qui a été désigné pour succéder à Philippe Madrelle, que l'on attend d'un instant à l'autre, qui a été lui aussi brillamment élu. Donc vous voyez, globalement, ce soir, le Parti Socialiste a les raisons d'être satisfait de cette élection dans un contexte national dont vous savez qu'il n'était pas favorable. Et donc ce soir, évidemment, ici en Gironde, au département, on est évidemment satisfait de ce second tour des élections. On viendra tout à l'heure pour avoir un résultat définitif sur les 4 cantons qui restent, mais je vous dis globalement, c'est au minimum 20 cantons ce soir pour le Parti Socialiste ici dans ce département de la Gironde. Merci à vous Pascal Cagnato et bien sûr la Gironde reste à gauche malgré le président du conseil général départemental qui lui démissionne et qui ne se représentait pas cette fois-ci, Olivier. Oui, Philippe Madrelle a été pendant plus de 30 ans le président de cette institution. Il n'avait donc pas de successeur, il ne souhaitait pas en tout cas se présenter pour un nouveau mandat. Finalement, une figure émerge, M. Glaise, qui va donc reprendre le flambeau. On sait que ce sont des moments délicats, ces successions, lorsque la longévité, les habitudes, tout cela fait qu'on peut envisager avec une certaine crainte la bascule. Eh bien, les choses se sont plutôt bien passées dans un contexte, ça a été rappelé, difficile pour le Parti Socialiste. Et d'une certaine manière, c'est une confirmation que cette ère différencie
les votes en fonction des scrutins municipaux ou départementaux. Pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle le chiffre de l'abstention, 49,8%. Et on rappelle aussi les blocs, les estimations des départements acquis par chaque parti. Vous allez les voir s'afficher sur la palette. La droite, entre 65 à 68, ça s'affine. La gauche, 32-35. Et le Front National, pour l'instant, aucun département, alors qu'il pensait récupérer l'Aisne ou le Vaucluse. Oui, c'est un résultat qui est décevant pour le Front National. Il pouvait espérer conquérir au moins un département. On le sait tout de même, il fait sa percée. Il est désormais à plus de 25%. C'est un chiffre très important qui pèsera dans la suite ou par la suite. Pour la droite, c'est une victoire très nette. Territorialement, elle est sans bavure, même si la hausse n'est pas très importante par rapport au précédent scrutin et elle n'a pas engrangé, du fait précisément de la présence du Front National, toutes les voix qu'elle espérait. Merci à vous, Olivier. Merci à Mariette Sino qu'on retrouve dans la troisième partie de cette soirée électorale. Merci de votre attention. On se retrouve donc à 22h15 pour une nouvelle édition politique pleine de suspense.